Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Je pense trop comment apaiser mon mental. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toi qui me ressembles, un épisode que j'ai souhaité consacrer à cette thématique, comment apaiser son mental quand on a le sentiment qu'en permanence nos pensées tourbillonnent, que ça mouline et c'est très fatigant. Ça crée beaucoup de fatigue et on a bien l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'important en fonctionnant de cette manière. Donc comment faire si tu as le sentiment de penser trop pour apaiser ce fameux mental ? D'abord, il y a une chose qui me vient tout de suite à l'esprit avant même d'entrer dans le vif du sujet. C'est l'idée que le mental n'est pas un ennemi. Et ça, je crois que c'est très important de l'avoir à l'esprit. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce que considérer que le mental est notre ennemi, c'est renforcer en réalité ce mental. C'est vivre depuis notre mental et c'est donc entretenir ce problème qu'on est censé résoudre, entre guillemets. Simplement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'on vit majoritairement, tu vis, si tu t'es reconnu dans cet intitulé, dans le film de ton mental. Et en faisant cela, tu passes à côté de la vie elle-même. Alors ça ressemble quoi, la vie vécue depuis le mental ? D'abord, on a 80 000 pensées par jour. Ce n'est pas un souci en soi, bien évidemment. Le souci qui se pose, c'est plutôt quand ces pensées sont accompagnées d'émotions désagréables. Donc quand on a des émotions désagréables, pesantes, plombantes, qui accompagnent ces pensées, là, ça devient une problématique. Pourquoi ces émotions nous plombent autant ? Pourquoi est-ce qu'elles entraînent autant de souffrance ? Simplement parce qu'on s'y associe pleinement. C'est-à-dire que pour nous, c'est tellement la réalité, ces pensées et ces émotions qui vont avec, on ne prend pas du tout de recul. Résultat, on est totalement, on pourrait dire un jouet, ballotté par ces émotions qui vont, qui viennent. Et dans une même journée, on va expérimenter une infinité d'émotions qui sont le fruit de ces pensées et sans aucun recul. C'est-à-dire qu'on vit comme si toute cette activité mentale, c'était la réalité. Comme si c'était le monde, en fait, cette carte du monde que l'on a en soi. Quand on s'associe du coup pleinement à ce film, là, ça crée beaucoup de souffrance. Ça crée beaucoup de souffrance parce qu'en plus, dans ce film intérieur, je vais y revenir un petit peu après, mais il y a un fond qui est celui de la peur. Le mental a appréhendé, je suis en train de spoiler la suite, mais il a appréhendé, il a vécu notre naissance ou notre incarnation comme une séparation. Ça crée une grande toile de peur au fond de nous, qu'on en soit conscient ou pas. Par moments, ça vient se réveiller, il y a des manifestations un petit peu plus vives et on se rend compte qu'on a des peurs. Mais même sans ces pics, on pourrait dire, de peur, il y a une peur qui est là en toile de fond dès lors qu'on vit en s'associant pleinement à l'activité du mental. Et donc, si on fait ça,
si on vit notre vie par notre mental, en confondant donc le monde et la carte du monde, eh bien on passe à côté d'une partie de notre être et d'une partie de la vie qui se déroule. Parce que clairement, notre mental n'a pas la capacité, aussi puissant soit-il, d'appréhender toute la vie en cet instant. Il fait des choix, il y a des filtres qui sont en place. Donc si je vis par le filtre de mon mental, eh bien je vis par un filtre. Je ne vis qu'une partie limitée de la vie et je passe à côté d'une partie de mon être. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui caractérise une vie vécue depuis le mental. La deuxième chose qui est vraiment très frappante lorsqu'on vit par cette activité mentale, mais c'est une chose dont on ne peut avoir conscience qu'après un déclic, et là je suis encore en train de spoiler la suite, mais très clairement, on peut vivre, je crois, toute notre vie par notre mental sans en avoir conscience et sans réaliser ce que je suis en train de dire. Donc, deuxième caractéristique d'une vie vécue par notre mental, donc de notre fonctionnement habituel, c'est qu'on vit en fait à côté de la vie. Soit on vit dans le passé, soit on vit dans le futur, dans une conception linéaire du temps. J'en parle régulièrement et j'espère que vous avez ça à l'esprit, en fait, que cette ligne horizontale du temps, où il y a le passé, il y a un petit point presque impalpable qui est le présent, et puis ensuite il y a le futur. Et notre mental, c'est un outil. C'est un outil qui appréhende la vie de cette manière. Pour lui, il y a beaucoup de passé, beaucoup de futur, mais le présent, ça n'est pas palpable. Le mental, c'est un outil qui comprend, qui analyse, qui classe, qui résout des problèmes, qui juge, qui interprète, qui organise, qui anticipe, qui prépare la suite. Et résultat, il passe en fait le plus clair de son temps, la totalité de son temps, découpé entre deux grands types d'activités, on va dire. D'abord, une moitié de son temps va être occupée à revivre, interpréter, analyser, comprendre ce qu'il s'est passé avant, donc plutôt tourné vers le passé. Puis l'autre moitié, alors je ne dis pas que c'est 50-50, je pense que ça dépend des gens, et une autre moitié complètement à ce qui va se passer après. D'ailleurs, oui, ça dépend clairement des gens. Parce que je vois bien dans mon entourage, il y a des personnes complètement tournées vers le passé, il y a des personnes complètement tournées vers le futur, puis ça va aussi dépendre des moments de notre vie. Si on a vécu quelque chose d'un peu désagréable, là on va passer beaucoup de temps à revivre cette scène. Si on a un événement marquant qui approche, là on va passer beaucoup de temps à imaginer ce qui va se passer, à se faire des scénarios, etc. Donc notre mental, lui, il va passer la moitié de son temps, soit dans le passé, soit dans le futur. Soit donc interpréter, analyser ce qui s'est passé avant, soit organiser ce qui va se passer après. Résoudre les problèmes qui vont arriver, anticiper, imaginer des scénarios, etc. Et donc, dans notre développement personnel et spirituel, c'est là qu'il y a une subtilité incroyable, et je vais en reparler, c'est que bien souvent, je vois encore ce piège qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on pense progresser. Déjà, on est dans cette logique linéaire, conception du temps linéaire, où on se dit qu'on progresse, qu'on avance dans le temps. Vous voyez un peu même ce vocabulaire, en fait, qui est assez... on va dire symptomatique de cette vision en fait d'un chemin que l'on vit horizontalement. Et je vois beaucoup de personnes qui pensent, qui ont l'impression de progresser, d'aller de l'avant par moments, et puis à d'autres moments l'impression de reculer, d'aller en arrière, voyez, de faire des pas de recul parce qu'il y a une épreuve qui est plus dure, etc. Et on voit bien cette tentation de notre mental de dire là c'était bien et puis là c'est pas bien. Alors qu'en réalité, c'est complètement différent. On est simplement là, face à une nouvelle épreuve palier de notre développement. Et évidemment que cette épreuve est là parce qu'on a vécu d'autres choses avant. Tout est très, on va dire, très cohérent et très juste au moment où ça se présente. Et ce n'est pas du tout le signe d'un recul. Mais souvent, on a cette tentation, cette habitude de juger notre progression. Et puis, autre petit travers que je vois souvent, quand ce mental, on va dire, est aux commandes en fait de notre développement personnel et spirituel, eh bien, c'est le temps que l'on passe sur comprendre, sur analyser. Pourquoi j'ai telle blessure ? Pourquoi j'ai telle émotion ? Et
c'est quelque chose que je vois très souvent et ce que je vais dire, je le dis sans jugement parce que d'une part, c'est quelque chose que je fais aussi encore régulièrement, même si bien sûr je le fais moins qu'avant, mais c'est cette habitude encore que nous avons de pouvoir passer beaucoup de temps à expliquer les problèmes que l'on rencontre, mais d'en passer par exemple nettement moins. Alors, si je dis avec les solutions, ça reste les solutions, une recherche du mental, même si elle est, on va dire, positive, mais encore moins avec les vibrations et l'instant présent, qui là, pour le coup, est le signe de l'apaisement du mental. Je vais en reparler. Donc, ça, c'est un deuxième piège, vraiment, dans ce développement personnel et spirituel, c'est passer énormément de temps à analyser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai telle blessure? Comprendre telle blessure? Et pourquoi telle émotion? Et d'où est-ce que ça vient? Quels sont les messages que j'ai reçus? Quelles sont les croyances? Quelles sont les personnes qui m'ont dit telle ou telle chose et qui sont à l'origine de l'existence de ces tyrans en moi, etc. Donc ça, c'est une deuxième chose que je vois très souvent, conception linéaire du temps, et le mental passe beaucoup de temps dans le passé ou dans le futur, avec ce côté impalpable du moment présent qui lui échappe totalement. Autre manifestation, une vie vécue par le mental, ça ressemble à quoi d'autre? C'est aussi une vie dans laquelle on délaisse les deux autres parties de notre être. Notre être est composé de 3 parties principales, notre corps, notre cœur et notre esprit ou mental. Et lorsqu'on vit par notre mental, on délaisse les deux autres parties de notre être, notre corps et notre cœur. Et donc là, je vais reprendre ce que je vous ai spoilé et partagé tout à l'heure. Comme le mental, c'est un outil qui classe, c'est un outil qui compartimente, il analyse, il essaie de comprendre. Il a fait le mental de notre... soit de notre naissance, soit de notre incarnation, selon nos croyances, et peu importe, je crois qu'on peut être d'accord sur ce principe, c'est une transition de vie incroyablement forte, notre naissance, notre mort, et donc il a fait de cette naissance une grande séparation d'avec soit l'amour et notre lumière pour les personnes qui sont plutôt... on va dire tourner vers cette dimension d'incarnation, de réincarnation, soit de la séparation d'avec notre mère et de la fin de cette fusion avec notre mère, le mental, il a appréhendé tout cela comme une grande séparation. Et donc, nous vivons inconsciemment dans cette grande toile de peur. Nous vivons inconsciemment dans cette grande toile de peur. Parfois sans en avoir conscience, encore une fois. Et ça va se manifester de différentes façons. On a peur de plein de choses. On a peur de mourir, on a peur de prendre la parole, on a peur de donner notre avis, on a peur de dire je t'aime, on a peur de ne pas être aimé, peur d'être exclu, d'être seul, d'être rejeté, peur de vivre, même peur d'oser, peur de l'échec, etc. Et toutes ces manifestations sont le symptôme du fait que nous vivons par notre mental. De ce que nous passons notre vie dominée par cet outil et nous ne voyons plus que c'est un outil. Et donc on le confond avec la vie. Donc on vit par ce mental avec donc cette grande toile de peur en fond, parce que encore une fois c'est latent, c'est pas toujours aigu, mais c'est quelque chose qui est là inconsciemment. Et on ignore les signes de notre corps, on ignore bien sûr la voix de notre cœur. Alors on ignore les signes de notre corps bien souvent, et je le vois régulièrement. J'accompagne des femmes quand elles entrent dans un accompagnement, dans le programme Expérience, des femmes qui sont vraiment coupées de leur ressenti. Elles n'arrivent pas à mettre de mots, ou même elles n'arrivent pas en fait à identifier ce qu'elles ressentent. Donc peut-être c'est une expérience que vous avez déjà faite. Moi, je me souviens de la faire régulièrement enfant. Je me disais, c'est bizarre, je ne pense à mon corps et je n'ai conscience de mon corps que quand il a mal, quand je suis malade. C'est les seuls moments où je me préoccupe de mon corps. Et je me disais, c'est bizarre et c'est dommage que je ne me préoccupe pas de mon corps quand il va bien. Et donc les seuls moments où on prête un peu d'attention à notre corps, c'est quand il a mal. Quand il y a de la douleur, et qu'à ce moment-là, en fait, on pourrait dire, il crie plus fort que nos pensées. Mais combien est-ce qu'il y a eu de signes non entendus avant que notre corps se mette à crier plus fort que nos pensées?
pour couvrir un peu ce brouhaha. Quand on commence la méditation, c'est quelque chose qu'on perçoit tout de suite, le bruit que font nos pensées. C'est un vrai brouhaha, un vrai vacarme en fait à l'intérieur de nous. On a rarement de calme, rarement d'espace. Donc, premier symptôme, du coup, on ignore les signes de notre corps. Deuxième symptôme, bien sûr, on n'entend pas non plus la voix de notre cœur. Je disais 3 parties, corps, cœur, esprit. Si je vis par mon esprit et que, en fait, je considère que la vie, c'est ce qui se passe, c'est mon activité mentale, eh bien, j'oublie totalement le corps et j'oublie totalement le cœur. Et la voix de mon cœur, eh bien, elle est étouffée, en fait, par les peurs, elle est étouffée par le bruit des pensées. Et dans ce vacarme, encore une fois, on n'entend pas notre nature qui nous appelle. Sauf si, 2 façons de réagir, et je vais y revenir, le malaise devient trop grand, là on a franchi la limite du supportable et on ne peut plus se détourner de ce qui est en train de se passer, ou alors, deuxième façon de réagir, c'est la révélation soudaine. Si vous avez lu Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, eh bien c'est ce que lui raconte, une révélation soudaine. On la retrouve aussi un petit peu dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Cette idée de sagesse en fait, comme s'il se passait à un moment donné quelque chose et qu'on quittait cette zone de séparation pour l'englober dans quelque chose de plus grand. Alors comment maintenant apaiser son mental ? Donc tu as compris un petit peu à quoi ça ressemble, une vie vécue par le mental. En fait ça ressemble un petit peu à la vie qu'on vit depuis toujours, où on va dire 95% de notre temps. Et puis c'est un pourcentage qu'on va essayer de diminuer petit à petit avec de l'entraînement pour vivre de plus en plus dans l'alliance, dans l'unité entre les différentes parties de notre être. Donc, comment est-ce qu'on apaise ce mental ? D'abord, en faisant attention à ne pas tomber dans le piège de rejeter le mental. Et ça, c'est autre chose que je vois très régulièrement en développement personnel ou même chez les personnes qui avancent sur un chemin d'éveil spirituel. Et là, je vois souvent qu'en réalité, l'ego, donc le personnage qui vit à travers le mental, à quel point il prend encore beaucoup de place. Dès lors qu'on rejette son mental, on est dans une idée de séparation. Il y a une juste place pour le mental. Le mental, c'est une des 3 parties de notre être. C'est un outil qu'on doit mettre au service de la vie. Simplement, ce n'est pas la vie elle-même, mais il a un rôle incroyable à jouer. Et le mental, ce n'est pas un ennemi. Comprendre, se fixer des objectifs, entraîner son cerveau pour garder le cap, mettre en place une discipline, anticiper, résoudre des problèmes, tout ça, ce sont des aptitudes magnifiques, ce sont des cadeaux. Mais l'objectif de ce grand travail intérieur, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es en chemin et que tu fais ce travail intérieur. Eh bien, le grand objectif de tout cela, c'est quoi ? C'est d'aligner corps, cœur et esprit. C'est-à-dire de faire en sorte que tes pensées, tes paroles et tes actions véhiculent les plus hautes vibrations de ton cœur, véhiculent tes aspirations les plus pures, soit l'expression parfaite et alignée de ta nature profonde. C'est quoi cette nature profonde ? Alors c'est pas l'objet de cet épisode et j'en ai déjà parlé, je dirais dans l'épisode intitulé « Présence sacrée ». Notre nature profonde, c'est l'amour. C'est la joie sans condition. C'est la paix que rien ne trouble. C'est la présence à la vie et à ses miracles. C'est la foi. La foi en la vie, la foi en soi, la foi en toute chose. C'est la connexion à l'univers et aux autres sans séparation. C'est l'unité. Il y a vraiment cette dimension d'unité, d'harmonie parfaite entre moi, mes rêves, mes projets, mes paroles, ma nature. Ça, c'est vraiment l'alignement. Et c'est vraiment le grand objectif que l'on poursuit. Ce qui nous sépare de cet alignement parfait, ce n'est pas un long chemin comme on peut le visualiser. Ce qui nous sépare de cet alignement parfait, c'est l'idée, la pensée que nous en sommes séparés. Parce que l'on vit depuis ce mental, comme si nous étions lui. Est-ce que ça te parle déjà, ça fait sens ? Ce qui nous sépare de cet alignement parfait, de cette harmonie, de cet idéal auquel on aspire, ce n'est pas un long chemin à parcourir.
C'est pas cette ligne-là horizontale du temps qui se matérialise dans ton esprit avec une destination lointaine, un point B lointain. C'est simplement la pensée que tu en es séparé. Et donc, lorsqu'on a bien appréhendé cette idée, lorsqu'on a bien compris cela, si ce qui me sépare de l'alignement parfait, c'est l'idée, la pensée que j'en suis séparée, bien la clé absolue de ce travail intérieur, c'est d'apaiser ce mental, pour ne plus se confondre avec ce mental, pour pouvoir trouver la place, de le remettre à sa place, quelque part. Donc la première grande étape pour apaiser ce mental, eh bien, c'est déjà de prendre conscience qu'il prend trop de place. Et donc qu'on vit par son mental, qu'il n'occupe pas sa juste place d'outil au service de mon cœur en lien avec mon corps. Donc dans l'absolu, comme je le disais, 2 grandes façons d'avoir cette prise de conscience, l'éclair de sagesse ou la ligne rouge qui est franchie. Alors moi, j'ai accompagné plusieurs centaines, voire milliers de femmes depuis 2017. Je me consacre à l'accompagnement des femmes sensibles et lumineuses. Et honnêtement, c'est toujours une ligne rouge qui est franchie, qui est à l'origine de notre réaction. C'est-à-dire que c'est un moment de notre vie où nos pensées nous font vivre l'enfer. Et on n'a pas d'autre choix, si on ne veut pas vivre en enfer, que de prendre son courage à 2 mains pour en sortir. Et dès qu'on entre dans cette démarche-là, on comprend et on réalise une chose incroyable, c'est que cet enfer, c'est nous qui le créons. En vivant en permanence par le mental, dans la séparation permanente. Et puisque c'est nous qui le créons, bonne nouvelle, c'est nous qui pouvons le décréer. C'est nous qui pouvons le dissoudre. Dissoudre cette illusion pour en sortir. Donc première étape, le déclic, le grand déclic. Ça ne peut plus continuer. Je ne veux plus ignorer mon corps, je ne veux plus ignorer mon cœur, je ne veux plus vivre dans ces pensées permanentes et être le jouet de ces pensées. Un coup ça va pas. Et honnêtement, il y a quelque chose que je remarque vraiment, un mouvement incroyable qui s'accélère depuis quelques années, c'est qu'on ne supporte plus le désalignement. Comme si on était appelé de plus en plus fort à faire ce chemin de réalignement de nos vies. Plus en plus de burn-out, de dépression, de surmenage, de plus en plus d'envie de sens, d'envie d'amour, d'envie de joie. Et vraiment, ça fait bientôt 10 ans que je fais de ce travail intérieur ma priorité, que je fais de l'accompagnement ma priorité, avec, on va dire, le plus de sagesse possible et de recul possible sur cette activité mentale. Et vraiment, ce mouvement est de plus en plus fort. La lumière de plus en plus s'infiltre en fait dans toutes les zones d'ombre. Il y a de plus en plus de déclics, de plus en plus de prise de conscience. Cet appel est de plus en plus fort. Donc une fois qu'on a ce déclic, j'imagine que si tu es là, tu as déjà eu ce déclic. Comment apaiser ton mental ? Première chose, en observant. Un maître mot, observation. Observer ton activité mentale et reconnaître ton activité exactement pour ce qu'elle est. Si tu peux observer, c'est que tu n'es pas. Si tu peux observer, c'est la preuve que tu n'es pas, que tu es autre chose. Tu peux observer tes pensées qui vont et qui viennent. Tu peux les reconnaître. Toi, tu es une pensée. Tu n'es pas moi, puisque je suis capable de te reconnaître. Même chose, tu peux observer tes émotions. C'est parfois très difficile, les émotions, parce que quand on est face à des émotions désagréables, elles peuvent nous submerger. Elles peuvent vraiment nous emmener avec elles, nos émotions. Donc c'est un entraînement, quelque chose à cultiver, vraiment un entraînement à faire. Et quand je suis capable de regarder une émotion désagréable et de reconnaître, tu es une émotion, tu n'es pas moi, eh bien là je fais un pas énorme. Je mets de l'espace entre l'émotion et moi et je me reconnecte à qui je suis au-delà de cette activité mentale. Mais ici, il y a un piège. Il y a un très grand piège dans lequel tout le monde tombe. C'est si je fais cet entraînement d'observation pour apaiser mon mental, si je le fais dans l'intention d'apaiser, de supprimer, de diminuer, si je me focalise trop sur cette envie de ne plus avoir trop de pensées, de ne plus avoir trop d'émotions, eh bien, je suis en train de résister. Et si je suis en train de résister, je renforce.
Donc ça, c'est très subtil, parce que oui, il faut exercer sa capacité à observer ce qui se passe. Et oui, bien sûr, au fond, ce qui me motive, c'est que j'ai plus envie de ça. Mais si je me focalise et que je nourris trop cette envie de supprimer, de diminuer, alors c'est de la résistance. Et la résistance, ça renforce ce à quoi on résiste. Donc cette observation, elle doit être dénuée d'intention. Je dois simplement observer, comme émerveillé par la vie qui se manifeste ainsi en cet instant. Et donc je dois ici résister à la tentation de juger, parce que juger, c'est encore un signe de ce mental. Ça, c'est une belle émotion, je garde. Ça, c'est une mauvaise émotion, je ne garde pas. Et bien évidemment, si on fait ça, eh bien on tombe dans le piège. Mais c'est très difficile parce que quand on traverse une émotion très violente comme une crise d'angoisse, c'est tellement désagréable, tellement violent. Comment ne pas vouloir la supprimer, cette crise d'angoisse ? Comment ne pas vouloir la supprimer, cette crise de colère ? C'est le grand challenge pour apaiser le mental. Comment on va y arriver ? On va y arriver en s'exerçant de manière fréquente, chaque jour, par des petites pratiques qu'on va répéter, des petites pratiques d'observation de ce qui est en train de se jouer en soi. Oui, je parle de méditation, mais pas d'une méditation qui doit s'inscrire dans un cadre, parce que là, je vais en reparler, du problème des cadres. Une méditation qui est comme un entraînement de l'esprit à s'auto-observer pour pouvoir se connecter à ce que l'on est au-delà. Donc des petites pratiques d'exercice et d'entraînement d'observation des pensées, des émotions, des perceptions, vraiment de la vie qui nous traverse. Avec une grande attention à ce piège qui est celui de vouloir supprimer, de vouloir juger cette pratique. Mais également autre piège, c'est d'enfermer les pratiques dans des cadres. De restreindre les moments de pratique à des cadres fermés, alors qu'en réalité, l'entraînement peut se faire à chaque instant. Si je tombe dans cette idée de j'ai une routine le matin pendant 1 heure, tout le reste de ma journée, je galère et simplement j'attends ma petite pratique du lendemain, là, je suis en train de tomber dans le piège. C'est mon mental qui est aux commandes de mon développement personnel et spirituel. Et en réalité, en faisant ça, je le renforce. Donc il faut vraiment rompre avec cette idée en retenant que l'entraînement peut se faire à chaque instant. Et l'entraînement ne peut se faire d'ailleurs qu'en cet instant précis. Pas de formalisme, pas besoin de rituel. Alors on peut avoir besoin de rituel pour renforcer, pour installer sa pratique, pour poser les bases d'une pratique. Mais attention à ne pas s'y enfermer. Donc petit récap, et je termine avec 4 clés pour résumer cet épisode. Première clé, la prise de conscience. On est appelé de plus en plus à cette prise de conscience, mais on peut aussi la nourrir en lisant des ouvrages, en se nourrissant de contenus qui nous expliquent comment apaiser le mental, qui nous expliquent comment ouvrir notre cœur, comment nous écouter en profondeur. Donc se nourrir de transmission, mais faire attention ici à l'ego qui guette. L'ego qui peut guetter les personnes qui transmettent des contenus, tout comme il guette les personnes qui les reçoivent. Deuxième clé, l'entraînement. La discipline, la répétition, observer mes pensées, observer mes émotions, commencer par des moments faciles, puis inclure progressivement des moments et des émotions plus difficiles. Commencer par des petits moments de pratique confortables et puis élargir sa pratique à des moments de stress, à des moments où on n'a pas le temps, à des moments où on doit faire autre chose, où on est sollicité. Troisième clé, attention à l'ego spirituel. Vouloir juger ses pratiques, vouloir les enfermer dans des moments précis, vouloir comprendre et analyser plutôt que vibrer. Et donc tomber dans ce piège de vivre son développement personnel et spirituel par le mental. Quatrième clé très très précieuse, le soutien d'un groupe. Dans n'importe quelle, sagesse, le groupe joue un rôle. Le collectif, mais également un mentor, un guide, quelqu'un qui va nous guider sur ses pas parce que lui-même a fait ce chemin, parce que lui-même est attentif à ces pièges de l'ego. Et bien sûr, il faut être très prudent ici. Mais dans la mesure du possible, s'inscrire dans un groupe, suivre un programme de pratique, être soutenu par des personnes qui sont passées par là. Mais encore une fois, attention au choix de ces personnes qui doivent être très conscientes de ces pièges.
parce qu'elles sont plus avancées, parce qu'elles ont conscience, parce qu'elles ont fait l'expérience de tomber dans des pièges, d'en prendre conscience et d'en sortir. Et très honnêtement, c'est le plus grand challenge de nos vies que de remettre le mental, qui est un outil incroyable, à sa place, pour qu'il soit à notre service et pas l'inverse. Moi, j'anime en ce qui me concerne un programme qui s'appelle Expérience. Je vais proposer d'ailleurs une formule spéciale pour cet été. Eh bien, c'est un entraînement progressif à apaiser son mental pour reprendre contact avec soi dans toutes ses dimensions, mais sans tomber dans le piège du pour, le piège de la destination, le piège de l'objectif. Donc en travaillant vraiment de manière verticale, en parallèle de la manière horizontale, pour ne pas tomber dans les pièges du « je le ferai plus tard », dans un moment de pratique, ou « c'est bien, c'est pas bien ». Si tu as envie de le découvrir, je t'invite à le faire en cliquant sur les liens que je vais mettre dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, n'oublie pas de récupérer ta fiche d'auto-coaching pour faire tes premiers pas et commencer à apaiser ton mental en suivant mon petit mode d'emploi. Merci beaucoup pour ton écoute. À très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.